Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Théo. Bonsoir. Théo Casciani, je prononce bien, ça va C'est À la absolument Corse. comme vous voulez. Prononce à la façon corse, c'est ça, Casciani, sinon c'est Cassiani. Enfin, C'est parfait. Casciani, mais ça personne ne dit, ça c'est pas bon, c'est une faute. Il n'y a aucune faute. Casciani, ça va bien Théo, Très bien. deuxième roman qui est publié chez POL, s'appelle Insula, très mystérieux comme titre. On va en parler parce qu'il y a plusieurs sens dans ce mot. C'est ça qui fait, entre autres, toute la saveur et le mystère aussi de ce très beau roman qui est sorti il y a quelques mois, qui est encore tout frais, disons. On va commencer par trois petites questions, si vous voulez bien. C'est une tradition dans cette émission. Genre questionnaire de Proust. Vous répondez un peu du tac au tac. Ça va? Vous êtes prêts? Oui, ça va. Sûr? Attention. Théo, si vous étiez un mot de la langue française, vous seriez lequel? Sans doute roman. Ça, c'est celui que j'emploie le plus souvent. D'accord. Bah oui, vous en faites, en plus vous en fabriquez. Donc on va dire roman, d'accord? Justement, si vous étiez le titre d'un roman, ce serait quoi? Ça peut être, il peut ne pas exister. Je dirais modèle, D'accord. Et pourquoi? Ça, faut me dire pourquoi. parce que c'est peut-être le titre d'un roman qui paraîtra bientôt. Ah, d'accord. Qui est quelque part dans un des tiroirs de votre bureau. Mhm. Bon. Et si vous étiez un rêve? En ce moment, comme je suis en train d'écrire, je dirais aucun. Parce que plus j'écris, moins je rêve. Et Oula. moins je cauchemarde aussi. D'accord. Donc en ce moment, j'aurais aucune idée de réponse parce que je pense que tout va dans les histoires que j'essaye d'inventer ces temps-ci. D'accord. Donc la nuit, vous dormez. Comme une pierre. Peut-être même que j'écris pour ne pas faire de cauchemar, ouais. Ah ouais, c'est intéressant. On va parler de tout ça. On a déjà dit beaucoup de choses à travers ces trois questions. Hein. On va continuer avec Insula, qui est votre deuxième roman publié chez POL. Vous êtes invité, Théo, de LCR, ce soir. Voilà quelques notes de Thrill of the Night, le frisson de la nuit de Sébastien Tellier, remixé par David Guetta. Frisson de la nuit, frisson de la fiction aussi, j'ai envie de dire, du fantasme, du désir. Il y a un petit peu tout ça dans votre livre. On va parler du fond d'Insula et de ce que ça veut dire. Je ne sais pas si vous saurez trouver une définition, mais on verra bien. Avant ça, tout de même, 6 ans ont passé, je crois, depuis Rétine, votre premier roman, qui avait fait forte impression. Pour un premier roman, c'était déjà chez POL. J'invite les téléspectateurs à le lire. Maintenant, c'est Insula. Vous dites, j'ai lu ça dans plusieurs interviews, que ce texte, vous est tombé dessus par hasard. Ou pas tout à fait par hasard, mais enfin, c'était pas prévu. Oui, je voulais déjà peut-être un peu échapper à la malédiction du deuxième livre en prenant le plus de temps possible et en essayant de sortir des rythmes attendus. Ah ouais? Et donc, ça fait peur à ce point-là? Je ne sais pas si ça fait peur, mais j'avais envie de rappeler que l'intérêt de la littérature est aussi de s'inscrire dans un temps long, et donc je n'avais pas envie de presser les choses. Ouais. Et je travaillais sur un roman qui existe toujours dans mon esprit et qui, disons, est
dans le coma ou en attente. Modèle, j'imagine, non ou Peut-être pas. On verra bien. Vous aimez bien les mystères. Hein. Mais en tout cas, j'avais cette espèce de temps de travail un peu d'endurance comme ça et de long terme. Et la disparition soudaine de mon père, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, m'a brusquement écarté de ce livre et donné l'envie ou sinon l'idée de commencer à réfléchir à Insula. Ouais, à réfléchir à Insula, justement, au mot Insula que vous entendez à l'hôpital de la bouche d'un médecin, et vous découvrez, moi aussi, et je crois que les lecteurs et les lectrices aussi, sauf ceux qui sont spécialistes dans certains cancers, en tout cas découvrent l'existence de ce mot. C'est quoi? Vous pouvez nous le rappeler? En fait, Insula, qui veut donc dire île en latin, c'est un terme qui définit une partie du cortex cérébral qu'on a longtemps pris pour une île, mais qui en fait est plutôt une presqu'île. Ouais. Que la recherche continue à étudier aujourd'hui, mais à laquelle on attribue des fonctions cognitives fondamentales comme l'intuition, la dépendance, certains rapports à l'imaginaire et à la sensation. Et ce mot, je l'ai découvert en effet dans la bouche d'un médecin qui m'a montré comme ça un scanner du cerveau de mon père, et c'était m'annoncer que l'insula était touchée était une manière de m'annoncer que c'était la fin. Et donc, même si à ce moment-là, évidemment, loin de moi l'idée d'écrire un livre, et voilà, je me disais qu'il y avait un potentiel narratif et imaginaire incroyable derrière ce mot et derrière l'idée qu'on aurait tous et toutes une île dans la tête et que celle de mon père serait en train d'être ravagée. Et donc l'aventure du livre a commencé comme ça. C'est étrange parce qu'il y a quelque chose de... Pardonnez-moi, mais d'un peu fictionnel aussi, de savoir qu'on a une île dans la tête. Et donc, du coup, ça, vous basculez, et ça, c'est à travers l'écriture, à travers votre talent aussi. C'est une bascule aussi, et c'est un va-et-vient au fur et à mesure de la lecture, entre cet univers-là de la réalité, et puis l'univers virtuel. C'est pour ça que j'ai mis ce clip aussi, l'univers virtuel des fêtes, des jeux vidéo que vous découvrez, enfin, en tout cas, que le narrateur découvre lors d'une fête un petit peu alternative dans un bureau, dans des vieux bureaux désaffectés de Londres, c'est ça? Oui, c'est ça. Le narrateur est dans une fête clandestine, même orgiaque, on pourrait dire. Ah oui, carrément, oui. Découvre l'existence d'une drogue qui s'appelle elle aussi Insula, et donc c'est dans cette fête où il va apprendre la mort imminente de son père et la drogue simultanément, que je voulais déployer ce deuxième sens au mot Insula, pour qu'Insula ne soit pas que raconté de façon documentaire ou scientifique, mais aussi une dimension fictionnelle, parce que moi, rien ne me plaît plus que d'essayer de débusquer les bouts de fiction dans la réalité. Et donc, c'était une manière de créer cette espèce d'équilibre. Ouais. Et là, entre le témoignage et le fantasme, le désir, la réalité. Et là, vous avez trouvé un fil. Cette soirée, là, c'est du cruising. C'est quoi exactement, de cruising? Le cruising, c'est une pratique déjà, on pourrait dire, historique et toujours contemporaine, qui consiste à, dans un même espace, rassembler des personnes venues assouvir leurs désirs. Voilà. N'importe quel désir. N'importe quel désir. Ouais. Il y a des communautés qui se sont plus appropriées le principe du cruising. Mais... Parce que ça parle beaucoup de désir. Donc ça parle de ces deux mondes. Vous parlez de vous-même aussi. En tout cas, le narrateur parle de lui-même, de sa bisexualité notamment, qui est une orientation qui ne va à personne. Ça, vous le faites dire au narrateur. Et puis, il y a cette vie artificielle, fantasmée aussi. Où est-ce qu'on est, dans la réalité ou pas? J'ai lu un article sur votre livre qui dit on est un petit peu entre l'intime et l'extime. Je trouvais que c'était assez juste, assez bien tapé. Oui, mais je crois que le personnage de ce livre, dans ses ressemblances avec moi et dans toutes les choses qui nous séparent, est peut-être beaucoup moins radical ou étrange ou marginal qu'on pourrait l'imaginer en entendant un portrait rapide. Ouais. Parce que j'ai l'impression que ce qu'il traverse, c'est ce qui le traverse, c'est-à-dire ce rapport ambigu à la réalité et à la fiction, est presque un effet de loupe sur quelque chose qui est présent chez chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui. C'est ça que vous vouliez montrer aussi? Moi, je suis parfois étonné quand
à la lecture de certains de mes textes, des romans, mais aussi des écrits qui paraissent sous d'autres formes, on voit mon travail comme un pur travail de science-fiction. Et comme j'adore la science-fiction, je me sens flatté et je suis ravi qu'on me dise ça, mais je ne suis pas persuadé que d'écrire un monde où la frontière entre réel et artificiel, où les guerres se multiplient et où les mensonges prospèrent soit tellement une science-fiction. On peut même dire que c'est une certaine forme de réalité. Le roman commence comme ça. On va écouter peut-être un début. Le début, c'est Aurore Clément qui le récite. C'est la Maison de la Poésie, c'était il y a quelques mois, je crois. Maison de la Poésie à Paris. On écoute et puis on parle de votre écriture. Bien. Je ne suis pas une victime. Cette histoire est sans doute tragique, mais je ne suis pas plus à peindre que n'importe qui. J'ai eu à subir la violence du monde, certes, celle qui se dresse contre les pédés, contre les pauvres, contre les ploucs. On m'a dominé, on m'a menacé, on m'a battu. C'est vrai. Cependant, pour être honnête, pour peu que j'en sois capable, je dois commencer par vous dire qu'il m'est aussi arrivé de fauter, souvent, et plus encore que je ne le crois, de trahir, de tromper ou de blesser. J'ai mes torts et mes vertus, je le sais. Rien de bien original après tout. Voilà ma vie, une vie. Celle que j'ai éprouvée sans bien comprendre que j'en faisais partie. Celle que j'ai essayé de mener avec les meilleures intentions quand on m'en laissait la chance ou le droit. Celle que je n'ai pas trouvée assez trépidante pour que me vienne l'idée de la raconter jusqu'à aujourd'hui. Voilà, Aurore Clément. Le jeu que vous utilisez, que le narrateur utilise, est tellement un jeu, si je puis dire, J-E, qu'on a l'impression que c'est vous, quoi. Vous avez cette impression? Ouais, moi oui. Je me suis dit, en le lisant, je me suis dit, tiens, c'est tout ce qui vit, ça, Théo. Possible. Je me trompe? Possible. On va laisser planer le mystère. Oui, et puis en toute honnêteté, j'aurais moi-même du mal à répondre à cette question, parce que je ne sais plus trop ce qui vient de moi ou ce qui vient d'ailleurs, et c'est plus comme des catalyseurs qui rassemblent des choses différentes. Et moi, j'aime les livres dans leur capacité à rassembler des fantasmes, des réalités, des anecdotes, des faits politiques, etc. Et puis par ailleurs, je pense que c'est plus intéressant d'essayer de rencontrer le personnage de ce livre que moi. Bon, ça c'est vous qui le dites. Hein. Pourquoi vous écrivez, Théo? Je pense que quand j'étais adolescent, je rêvais d'être architecte pendant un moment. Et puis, c'est pas très loin, hein, pas très éloigné. Hein. Je me suis aperçu que c'était une autre façon de construire des mondes, d'imaginer d'autres histoires et d'autres réalités en parallèle des nôtres, mais qui ne soient pas des réalités dans lesquelles on s'échappe ou qui sont là pour nous distraire, mais qui sont des réalités avec lesquelles on entretient une relation. Une autre relation qui nous permet aussi d'appréhender différemment ce qui nous entoure. Et ça a été J'avais cette fascination assez tôt de cette envie d'imaginer d'autres possibles. Donc c'est pour ça que vous écrivez? Je crois. Ouais. C'est marrant que vous parlez d'architecture parce que les jeux vidéo, dont il est question aussi ici, on dit souvent que c'est une architecture. Oui, absolument. Je crois une écriture et une architecture, pardon. Oui, absolument. Je pense que on peut mettre beaucoup de choses derrière le mot écriture. Ouais. Et je pense que la façon dont des récits se composent, dont des réalités tiennent et dont des univers se forment m'intéresse beaucoup plus, par exemple, que la question du style ou que la question de la phrase. Mais l'idée de voir comment on peut fabriquer des systèmes qui nous tiennent ensemble, non seulement m'intéresse, mais en plus me paraît vital parce que je pense que beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui se posent cette question-là et pas forcément les bons et que... Ouais. On peut aussi, avec d'autres ambitions politiques, réfléchir à la façon dont des relations sont possibles.
Vous dites le mot politique, c'est intéressant, on n'a plus beaucoup le temps, mais moi je trouve que c'est un livre politique aussi, au sens large du terme évidemment. Ça évoque l'extrême droite, ça évoque la police, enfin il faut avancer dans le roman pour sentir aussi tout ce monde de la réalité qui vient se glisser, que vous vouliez montrer aussi, à mon avis. Il reste très peu de temps pour un coup de cœur. On va quitter un tout petit peu la littérature. C'est une expo qui a lieu en ce moment au Ville, c'est ça? Oui, c'est une exposition qui s'appelle Burning the Days de Lutz Barer, qui est une de ses premières grandes expositions posthumes, qui a lieu au Will jusqu'en août et qui est une exposition fascinante aussi parce qu'elle raconte la manière dont on peut imaginer des mondes à partir de ce qui nous entoure et à partir de fabriquer des fictions à partir de la réalité. Tiens. Je ne sais pas pourquoi, ça ne m'étonne pas que ce soit votre coup de cœur. C'est pas très loin de vos aspirations. Je signale, on a vu Aurore Clément là que vous êtes ce soir à Marseille. Si les gens ont le temps, les gens qui nous regardent du côté de Marseille, je ne sais pas s'il y en a, mais peut-être. Vous êtes, c'est le festival Au les Beaux Jours, c'est bien ça? Oui, c'est pour le festival Au les Beaux Jours à 17h au Conservatoire de Marseille avec la merveilleuse Aurore Clément. D'accord, ça va être un peu juste pour y aller, mais on peut prendre un TGV. Après tout, les trains vont de plus en plus vite. Et puis, réalité, fiction, tout ça. Merci Théo d'être passé chez nous. Merci à vous. C'était un plaisir. Je vous recommande chaleureusement ce roman. C'est pour moi vraiment un des meilleurs romans de la... On dit deuxième rentrée, c'est ça. Insula, c'est chez Poel. Maison de confiance aussi. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve demain pour une autre rencontre avec d'autres artistes. Merci beaucoup. Bonsoir.